Bienvenue sur Monde Multipolaire. Ce que vous allez voir dans les prochaines minutes et peut être l'analyse la plus complète que cette chaîne ait produite depuis le début de ce conflit. Parce que nous sommes à un moment où trois fils se nouent simultanément et racontent la même histoire. Fil numéro 1. Les États-Unis viennent de saisir un pétrolier iranien, le Tuska, dans les eaux de la mer d'Arabie. Un acte de piraterie en plein cessez-le-feu, dans des eaux que l'Iran considère comme siennes. En réponse, le détroit d'Ormuz est refermé. Fil numéro 2, un diplomate américain exceptionnel, Jack Matlock, ambassadeur des États-Unis en Union soviétique, celui qui a contribué à mettre fin à la guerre froide aux côtés de Reagan, nous dit que tout ce que nous vivons aujourd'hui était prévisible, que les promesses sur l'OTAN ont bien été faites, que leur violation était une faute stratégique majeure, et que l'hubris américaine, cette certitude d'être le seul maître du monde, a détruit ce que des décennies de diplomatie avaient patiemment construit. Fil numéro 3. Un analyste militaire nous décrit avec une précision chirurgicale pourquoi les États-Unis n'ont pas la capacité d'envahir l'Iran, pourquoi leur flotte est épuisée et pourquoi les systèmes de défense THAAD s'évaporent les uns après les autres. Ces trois fils ne sont pas séparés. Ils forment un seul tissu. Et ce tissu raconte l'histoire d'un empire qui arrive en bout de course. 4 axes ce soir. 1. La saisie du pétrolier et ce qu'elle révèle sur l'état réel du cessez-le-feu. 2. Ce que Jack Matlock nous apprend sur les origines profondes de cette crise et ce que l'Occident a détruit depuis la fin de la guerre froide. 3. L'analyse militaire factuelle des capacités américaines et iraniennes. 4. Où va le monde multipolaire à partir de là? Commençons par les faits bruts du jour. Les États-Unis ont intercepté et saisi le pétrolier commercial iranien Tuska dans les eaux de la mer d'Arabie. Selon les informations disponibles, un tir sur la salle des machines a précédé la prise de contrôle du navire. Ce n'est pas une opération de surveillance, c'est un acte de piraterie en eau internationale. Et c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'une puissance se réclamant de l'ordre international libéral saisit le navire commercial d'un État souverain en dehors de tout cadre légal reconnu. La réponse iranienne a été immédiate. Le détroit d'Ormuz, qui avait été partiellement rouvert dans le cadre du cessez-le-feu au Liban, est refermé. Et le professeur Marandi, depuis Téhéran, explique la séquence avec une clarté absolue. Le cessez-le-feu était conditionné à 2 éléments. Premièrement, Israël devait stopper ses bombardements au Liban, ce qu'il n'a pas fait, continuant à massacrer des civils dans le sud du pays. Deuxièmement, les États-Unis devaient lever leur blocus naval sur les ports iraniens, ce qu'ils n'ont pas fait non plus, Trump annonçant au contraire qu'il maintenait l'embargo. Face à ces 2 violations simultanées, l'Iran a logiquement refermé le détroit. Ce mécanisme n'est pas spontané. C'est un schéma qui se répète depuis plus de 2 ans. Lors de la guerre de 12 jours l'année précédente, les Américains négociaient avec l'Iran. Pendant ces négociations, ils ont lancé une attaque. Lors de cette guerre de 40 jours, même scénario pour parler, puis attaque en plein milieu. À Islamabad, 2 destroyers américains ont tenté de forcer le passage dans le détroit pendant que les délégations discutaient, transpondeur éteint, vraisemblablement pour provoquer une réaction iranienne qui aurait permis d'accuser Téhéran de mauvaise foi. Analyste militaire Stanislav Krapivnik pose la question qui résume tout. Pourquoi ces navires américains sont encore au-dessus de l'eau? La réponse est simple. Parce qu'il y a eu un cessez-le-feu. Parce que l'Iran n'a pas, jusqu'à présent, utilisé ses capacités offensives maximales. Mais la saisie du Tuska change l'équation. Le professeur Marandi le dit sans détour. Quand les États-Unis s'emparent d'un navire iranien dans des eaux proches des côtes iraniennes, l'Iran a des navires en état de répondre de la même façon dans le golfe Persique, un golfe rempli de pétroliers appartenant aux pays qui ont participé à cette guerre. Ce qui signifie que la réponse iranienne à cette piraterie peut se traduire par des saisies similaires de navires appartenant aux alliés américains dans la région. Mais ce qui rend cette situation encore plus explosive, c'est
le contexte économique mondial dans lequel elle s'inscrit. Il y a un précédent historique instructif. En 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, John Kennedy a imposé un blocus naval à Cuba, ce qu'il appelait une quarantaine. Le monde a été à quelques heures d'une guerre nucléaire. Le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz n'est pas exagéré. Sauf que cette fois, la puissance qui impose le blocus est en position de faiblesse militaire. Et la puissance qui le subit a démontré sa capacité à frapper et les conséquences économiques s'accumulent. Le professeur Marandi décrit ce qui arrive comme la pointe émergente d'un iceberg. Les prix de l'énergie augmentent, les prix alimentaires suivent, les usines commencent à ralentir. Et dans 2 à 4 semaines, selon les estimations qu'il relaie, nous atteindrions le point où ce n'est plus une crise énergétique, mais une crise économique globale, structurelle. Le détroit d'Ormuz fait transiter environ 30% du pétrole mondial. Le blocus partiel de Bab el-Mandeb par les Houthis affecte la mer Rouge. Le corridor énergétique que représente cette zone est unique. Il n'existe pas d'alternative immédiate. Pour comprendre pourquoi nous en sommes là, il faut remonter aux décisions qui ont façonné le monde depuis la fin de la guerre froide. Et personne ne peut nous expliquer ça mieux que Jack Matlock. Jack Matlock était ambassadeur des États-Unis en Union soviétique de 1987 à 1991. Il a participé directement aux négociations qui ont mis fin à la guerre froide. Il parle russe. Il connaît de l'intérieur le fonctionnement du Kremlin comme de la Maison-Blanche. Et ce qu'il nous dit est extraordinairement révélateur. Première vérité fondamentale. La guerre froide s'est terminée non pas par une victoire américaine, mais par une négociation. Gorbatchev a abandonné l'idéologie communiste, ce qui signifie l'idée d'une révolution prolétarienne mondiale, qui était l'incompatibilité fondamentale entre les deux systèmes. Et les deux parties ont négocié une sortie qui respectait les intérêts de chacun. Il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de vaincu. Mais Washington a décidé qu'il y en avait. Et cette décision a tout détruit. Deuxième vérité fondamentale. Les promesses sur l'OTAN ont bien été faites. Le secrétaire d'État James Baker a dit à Gorbatchev en février 1989 que l'OTAN n'avancerait pas d'un pouce vers l'Est si l'Allemagne était réunifiée. Ces assurances ont été données explicitement, oralement, lors de plusieurs conversations. Ce qui est exact est qu'elles n'ont pas été incorporées dans les traités. Mais comme le dit Matlock, indépendamment de la question juridique, les violer était une faute stratégique majeure. Il y a un parallèle historique que Matlock lui-même souligne. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont eu l'intelligence d'exiger que la France et l'Allemagne, ennemis héréditaires depuis des siècles, enterrent la hache de guerre et commencent à coopérer. Ils ont soutenu ce qui allait devenir la communauté économique européenne. C'était de la grande politique. Ils auraient pu faire la même chose avec la Russie après la guerre froide. Au lieu de ça, ils ont choisi l'expansion de l'OTAN, ce qui signifie traiter la Russie comme un ennemi potentiel plutôt que comme un partenaire à intégrer. L'ambassadeur russe à Washington l'avait pourtant dit clairement à Matlock dans les années 90. Ce n'est pas l'article 5 du traité de l'OTAN qui nous préoccupe. Nous ne planifions pas d'attaquer ces pays. Ce sont les bases militaires. Si vous mettez des bases là, bas, ça, c'est une menace directe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Non seulement l'OTAN a été étendue à des pays qui bordent la Russie, mais des systèmes antimissiles balistiques ont été déployés en Roumanie et en Pologne. Matlock le dit clairement. Ces systèmes peuvent être utilisés de façon offensive ou défensive selon leur logiciel. La Russie avait toutes les raisons de les considérer comme une menace. Poutine l'a dit publiquement dans son discours de Munich. En 2007, personne n'a voulu entendre. Mais la leçon la plus importante que Matlock tire de tout ça ne concerne pas la Russie. Elle concerne une philosophie politique fondamentalement erronée qui a pris le pouvoir à Washington après la guerre froide. L'idée que les États-Unis, en tant que seule superpuissance, avaient le droit et le devoir d'imposer leur modèle politique au reste du monde. Une idée que Matlock compare directement
à l'idéologie soviétique qu'il a contribué à défaire. Les soviétiques croyaient être l'avant-garde du prolétariat mondial et avoir le devoir de répandre la révolution socialiste partout. Les néoconservateurs américains croyaient être les champions de la démocratie et avoir le devoir de répandre leurs valeurs partout. La structure de pensée est identique. L'hubris est la même. Francis Fukuyama avait proclamé la fin de l'histoire. La démocratie libérale occidentale était le stade final de l'humanité. Tout le reste était une anomalie à corriger. Cette idée a produit les guerres d'Irak, de Libye, l'opération en Syrie et maintenant la guerre contre l'Iran. Et Matlock soulève quelque chose que personne n'ose dire en Occident. L'Allemagne, qui a soutenu les sanctions contre la Russie et le conflit en Ukraine, a assisté silencieusement à la destruction de Nord Stream, ce qui signifie la destruction de son principal avantage compétitif en termes d'énergie bon marché. Depuis lors, l'industrie allemande est en crise. Résultat direct d'une politique que Berlin a soutenue alors qu'elle la détruisait économiquement, le pays qui avait le plus besoin du gaz russe a aidé à couper le tuyau. Ce que Matlock nous dit au fond, c'est ceci. Cette crise iranienne n'est pas une anomalie. Elle est le produit logique de 30 ans de politique étrangère américaine fondée sur la conviction qu'un seul pays peut décider du sort du monde. Quand on regarde l'Iran d'aujourd'hui avec ses lunettes, on comprend que Téhéran a vu venir cette guerre depuis 25 ans. Depuis le fameux discours du général Wesley Clark qui a révélé que les États-Unis planifiaient d'envahir 7 pays en 5 ans en terminant par l'Iran. Passons maintenant à l'analyse militaire factuelle. Et c'est là que les chiffres sont les plus dévastateurs pour la position américaine. Stanislav Krapivnik commence par quelque chose de fondamental que les médias grand public ignorent systématiquement. Ce que l'analyste militaire Cameron McGregor, ancien officier de la marine américaine, lui a confirmé directement, la marine américaine a la même mission qu'elle avait pendant la guerre froide, mais avec moins de la moitié des navires. Les équipages sont épuisés. Beaucoup de navires n'ont pas leur complément complet d'hommes. Le moral était au plus bas avant même que cette guerre commence. Et maintenant, ces hommes et ces femmes sont déployés dans le détroit d'Ormuz, le plan d'eau le plus dangereux du monde pour une marine de surface, entouré de montagnes iraniennes, truffé de lanceurs de missiles. Un officier de marine qui a personnellement transité par le détroit décrit la sensation 12 à 14 heures de traversée pendant lesquelles vous savez que des lanceurs de missiles sont enterrés dans ces montagnes, que des drones sous-marins patrouillent sous votre coque, que des vedettes rapides attendent dans des tunnels le long de la côte. Et vous ne pouvez rien voir, et si quelque chose commence, vous avez quelques secondes pour réagir. Maintenant, parlons d'une éventuelle invasion terrestre, parce que certains sénateurs américains qui n'ont jamais porté un uniforme de leur vie semblent y envisager. L'Iran est une forteresse naturelle, 70% du territoire est montagneux. Ces montagnes ne ressemblent pas aux Appalaches américains, elles ressemblent aux Alpes. Chaque passage, chaque col, chaque vallée stratégique est couvert par des fortifications enterrées. L'Iran prépare sa défense depuis 25 ans. Sa population est de 94 millions d'habitants. Ses forces régulières représentent plusieurs millions d'hommes en armes. En cas de mobilisation générale, le nombre peut dépasser 10 millions de combattants défenseurs. Face à ça, la puissance de frappe terrestre américaine réelle est limitée. L'armée américaine et les marines totalisent environ 550 000 hommes. Mais dans ce chiffre, la majorité n'est pas des combattants. Ce sont les mécaniciens, les cuisiniers, les médecins, les officiers financiers, les spécialistes en communication, ce qui signifie tout le soutien logistique qui permet aux combattants de fonctionner. Au maximum, 120 000 soldats de combat réels seraient disponibles pour une opération. Pour contrôler militairement l'Iran, les estimations sérieuses parlent de 3 à 4 millions d'hommes. Les États-Unis n'ont pas 3 à 4 millions d'hommes. Et même si c'était le cas, ils ne pourraient pas les déployer, les approvisionner et les maintenir en Iran dans les conditions actuelles. Il y a un précédent historique que tout stratège devrait avoir en tête. L'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979.
L'URSS avait une armée de 5 millions d'hommes à son apogée. Elle a envoyé 100 000 soldats en Afghanistan, un pays de 15 millions d'habitants à l'époque. Résultat, 10 ans de guerre, 15 000 soldats soviétiques tués et un retrait humiliant en 1989. L'Iran est 6 fois plus grand que l'Afghanistan, avec 6 fois plus d'habitants et une armée moderne et préparée. Sur les systèmes de défense américains dans la région, le tableau est encore plus sombre. Krapivnik révèle que sur les 8 batteries TH-AAD déployées, 4 à 5 ont déjà été neutralisées ou détruites, à un coût de 5 milliards de dollars par batterie. Les systèmes Patriot suivent la même trajectoire. Des images satellites montrent des batteries Patriot redéployées en Jordanie avec seulement 2 lanceurs exposés à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Un seul missile balistique de taille moyenne suffirait à neutraliser l'ensemble. Et les taux d'interception iraniens augmentent. Non pas parce que l'Iran tire plus de missiles, mais parce qu'il n'y a plus rien pour les intercepter. Quand 80% de vos missiles atteignent leur cible sans être interceptés, vous n'avez pas besoin de saturer les défenses par le volume. Vous choisissez vos cibles et vous tirez une à une. C'est l'efficacité maximale. Et c'est exactement ce que le professeur Marandi décrit depuis Téhéran. Des usines souterraines qui continuent de produire, des bases aériennes dans des tunnels intacts, une marine de vedettes rapide à missiles cachée dans des tunnels côtiers. Il y a aussi l'incident du drone MQ-4C Triton qui a coûté 240 millions de dollars et qui vient de disparaître au-dessus du golfe Persique. Soit abattu, soit pris en main par les Iraniens, grâce à une interception de signal dans la fenêtre de transition entre le décollage et la prise de contrôle par l'équipe en Nevada. L'Iran a déjà réussi cette manœuvre une fois avec le drone RQ-170 Beast of Kandahar en 2011. Résultat, à l'époque, les ingénieurs iraniens, et vraisemblablement russes et chinois, ont pu étudier la technologie furtive américaine la plus avancée. Recommencer avec un drone de surveillance de 240 millions de dollars signifie potentiellement accéder aux capacités de collecte de renseignements les plus sophistiquées de la flotte américaine dans le golfe Persique. Prenons maintenant du recul et regardons ce que tout ça produit à l'échelle mondiale. Jack Matlock soulève une observation qui devrait inquiéter Washington bien plus que les missiles iraniens. La Chine, en ce moment, apparaît à la majorité du monde comme la seule grande puissance qui demande la paix et qui cherche à la soutenir. Pendant que les États-Unis bombardent des hôpitaux, des universités et des raffineries, Pékin signe des accords commerciaux, construit des lignes ferroviaires à grande vitesse et investit dans les énergies renouvelables. Pendant que Washington détruit des infrastructures, la Chine en construit. Et le reste du monde enregistre cette différence. Les dirigeants de l'industrie automobile européenne et américaine, qui ont visité la Chine récemment, sont revenus avec une conclusion brutale. Nous ne pourrons jamais compétitionner. La Chine a développé une production robotisée de masse, adaptative, capable de modifier une ligne de fabrication en cours de production. Un secteur entier, celui des véhicules électriques, est dominé par des fabricants chinois qui produisent à des coûts que personne en Occident ne peut égaler. Et pendant ce temps, les États-Unis consacrent leur budget à des guerres que personne ne soutient. Le professeur Marandi décrit quelque chose de fascinant qui se passe à Téhéran en ce moment. Des intellectuels, des académiciens, des experts politiques du monde entier le contactent pour comprendre ce qui s'est passé. En Chine, l'image de l'Iran a été complètement transformée par ce conflit. Pendant des décennies, la narrative occidentale sur l'Iran s'était répandue partout, même en Chine. L'Iran comme régime impopulaire, instable, répressif, incapable de résister, et puis le régime a survécu à l'assassinat de son guide suprême le premier jour de la guerre. L'armée a continué à tirer des missiles, 1 heure après cet assassinat. La société civile s'est rassemblée. Des millions de personnes ont signé des pétitions pour s'engager dans la défense du pays, et le monde a regardé, stupéfait. Stanislav Krapivnik soulève un point crucial sur la cohésion interne iranienne. Trump essaie de diffuser des vidéos de manifestations iraniennes d'avant la guerre pour semer la division.
Mais ces manifestants de décembre 2025, qui protestaient contre des problèmes économiques réels, sont aujourd'hui les mêmes personnes qui poussent leur gouvernement à ne pas reculer d'un millimètre face aux États-Unis. La guerre a unifié l'Iran d'une façon que Washington n'avait pas prévue et ne peut pas défaire. Il y a une leçon historique que l'Occident a visiblement oubliée. Pendant la Révolution française, les puissances européennes coalisées ont cru qu'une pression militaire suffisante ferait s'effondrer le nouveau régime. Au contraire, l'invasion étrangère a unifié la France, produit les armées de la Révolution et finalement Napoléon. La pression extérieure ne détruit pas les révolutions, elle les consolide et l'érosion de la puissance américaine dans la région est maintenant documentée dans les faits. Des officiels des Émirats arabes unis demandent publiquement que les bases américaines quittent leur sol. L'Arabie saoudite s'oppose ouvertement au blocus américain sur l'Iran. Le Pakistan, qui a joué le rôle de médiateur, est profondément frustré par la mauvaise foi américaine à Islamabad. Et les pays d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Pacifique, d'Afrique et d'Amérique latine regardent tout ça et tirent leurs conclusions sur la fiabilité de Washington comme partenaire. Jack Matlock l'a dit avec la sobriété d'un diplomate expérimenté. C'est pas par des discours sur la démocratie et les droits de l'homme que les États-Unis regagneront leur crédibilité, c'est par leur comportement et leur comportement actuel, saisir des pétroliers, bombarder des universités, menacer d'effacer une civilisation, est incompatible avec le rôle qu'ils prétendent jouer dans le monde. Où en sommes-nous? Un pétrolier iranien a été saisi, le détroit d'Ormuz est refermé, les négociations sont à l'arrêt et l'été approche dans le Golfe Persique. Ce qui signifie que des pays comme le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis et des parties de l'Arabie saoudite seront progressivement inhabitables, sans air conditionné et sans eau dessalée. Ce qui signifie que l'escalade militaire dans les prochaines semaines aura des conséquences sur la survie de ces États. Il y a un chemin de sortie. Jack Matlock l'a décrit avec précision à propos de la guerre froide. Des négociateurs sérieux, des équipes d'experts, du respect mutuel et la volonté d'accepter que l'autre partie a des intérêts légitimes. Ce chemin existe. Il exigeait à l'époque des hommes comme Reagan et Gorbatchev. Il exige aujourd'hui des hommes et des femmes qui acceptent de regarder la réalité en face plutôt que de la nier. Pour l'instant, la réalité est celle-ci. L'Iran a gagné militairement, l'Iran tient diplomatiquement et l'Iran attend que son adversaire accepte ce que les faits montrent depuis 40 jours de guerre. Le monde multipolaire n'est pas une idéologie, c'est une réalité qui émerge parce que la puissance unipolaire a montré ses limites, pas dans les théories, mais dans les faits, sur le champ de bataille, dans les marchés pétroliers, dans les chancelleries et dans la conscience mondiale. Ce monde-là est en train de naître, pas proprement, pas sans douleur, mais de façon irréversible. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à Monde Multipolaire et partagez avec quelqu'un qui mérite de comprendre ce qui se passe vraiment. À bientôt.